Alors, on va donc commencer la troisième vidéo sur le chapitre 3.5 qui aborde donc l'absorption des nutriments. Donc première partie, on a fait une introduction, première vidéo. Deuxième vidéo, on l'a fait donc sur l'osmose, donc le transport de l'eau grâce à l'aquaporine. Dans la partie 2, on va donc s'intéresser à l'absorption et au passage des différents nutriments à travers les entérocytes. Alors tout d'abord, dans votre cours, vous pouvez surligner donc en jaune ici, important, donc les entérocytes, qui sont donc les cellules intestinales, forment la paroi intestinale et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces cellules, c'est un tissu épithélial cylindrique avec une seule couche, mais les cellules sont fortement reliées entre elles, ici, donc grâce à des jonctions serrées. Donc c'est un document que vous n'avez pas dans votre cours, c'est juste pour montrer ici que là on a un entérocyte, on en a un autre ici à droite et on a le début d'un autre ici à gauche. Et on voit ici que entre deux cellules, ici on a dans ce qu'on appelle des jonctions serrées, qui sont indiquées par ces trois petits ronds. Et entre l'entérocyte 2 et le numéro 3, on a aussi des jonctions serrées. Alors ces jonctions serrées sont montrées ici en plus gros, pour montrer qu'en fait ce sont des protéines de liaison qui sont vraiment accolées les unes aux autres. Donc vous voyez que ces cellules épithéliales, donc on l'a vu, comme tous les tissus épithéliaux, ce sont des cellules qui sont jointives, mais là on voit qu'il n'y a pas du tout d'espace entre les cellules. Donc la conséquence, c'est la suite de votre cours, souligné, donc il est impossible pour les nutriments de passer entre les cellules. Donc là, évidemment, le passage est interdit. Donc s'ils ne peuvent pas passer entre les cellules, et pourtant ils doivent rejoindre le sang, ici on est dans la lumière intestinale, les microvillosités, ces fameuses bordures en brosse, et là on a le sang que les nutriments veulent rejoindre. Donc s'ils ne peuvent pas traverser entre les cellules, ils vont donc passer à travers l'entérocyte. Donc là, la flèche, deuxième flèche rouge, vous indique le chemin parcouru par un nutriment pour passer de la lumière intestinale vers le sang, donc pour être absorbé. Donc pour cela, j'ai repris juste le document pour que vous compreniez bien. Donc en gros, j'ai gardé la flèche rouge. Donc ça va se faire en 3 temps. Premier temps, j'ai mis un petit rond rouge ici pile au niveau de la membrane, puisque en 1, le nutriment doit traverser la membrane plasmique donc de l'entérocyte. Vous vous souvenez, la couche de phospholipides, de protéines intramembranaires, etc. Et comme c'est du côté où il y a les microvillosités, c'est-à-dire la membrane orientée vers la lumière intestinale, on appelle ça le côté apical. Donc ça, c'est la membrane apicale. Donc le nutriment doit traverser tout d'abord la membrane plasmique du côté apical. Ensuite, il doit traverser tout le cytoplasme. Donc une fois qu'il est passé là, il va traverser pour se retrouver de l'autre côté de la cellule. Et en 3, vous voyez, cette petite forme rouge ici au niveau de la membrane. Donc là, on est du côté basal. Donc là, il doit à nouveau traverser la membrane de l'entérocyte, mais de l'autre côté, donc du côté basal. Et ensuite, il peut rejoindre la circulation sanguine. Donc ces 3 étapes-là, vous allez voir que ça ne se fait pas tout seul et ça dépend aussi de la polarité de chacune des molécules. Ça peut être un critère très important. Alors pour rappel ici, donc vous avez en gros ici la membrane cytoplasmique, on a ici le milieu extérieur de la cellule et ici le milieu intérieur qu'on appelle donc le cytoplasme. On retrouve donc la membrane plasmique qui est faite d'une bicouche de phospholipides. Donc chaque phospholipide, c'est un petit rond avec 2 traits qui sont des acides gras. Et vous voyez qu'en face d'un phospholipide, sur l'autre couche, il y a le même phospholipide mais orienté de façon inverse. Donc ils se regardent les uns et les autres. Donc sur cette partie-là, il faudra absolument revoir en fait la membrane, le schéma de la membrane cellulaire. D'accord, ça c'est vraiment primordial. Donc dans cette bicouche, on a des protéines, ici en rose, donc vous voyez qu'il y en a qui sont pleines, on va dire, et d'autres qui sont un peu trouées, comme ceci, sont des protéines de transport, donc celles qui vont nous intéresser. Et on l'a vu aussi, il y en a qui portent des motifs glucidiques, on voit ici des suites d'hexagones, donc ce sont des motifs d'ose et de fructose et d'autres oses. Donc voilà l'organisation. Alors ce qui nous intéresse au niveau de la membrane, imaginez que ça c'est la membrane cytoplasmique de l'entérocyte. Donc que ce soit du côté apical ou basal, de toute façon, elle a la même composition. Donc pour rappel, vous vous souvenez ici, j'ai mis la légende, en vert, ce que j'ai colorié en vert, c'est la partie hydrophobe. D'accord? Donc hydrophobe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau dans cette partie-là. D'accord? L'eau se trouve des deux côtés. Donc il y a de l'eau à l'extérieur de la cellule et il y a de l'eau dans le cytoplasme, parce que le cytoplasme, c'est un milieu relativement liquide dans lequel baignent tous les organites et le noyau. Donc s'il y a de l'eau de chaque côté, ça veut dire que
là j'ai assuré grossièrement de chaque côté, c'est que toute cette partie, que ce soit orientée vers l'extérieur ou vers l'intérieur, ça correspond à la partie hydrophile. Donc les molécules ici hydrophiles, c'est-à-dire les glucides, sont hydrophiles. Et tout ce qu'il y a dans le cytoplasme aussi. Donc, ici, donc dans la suite de votre cours, justement, on va parler de la différence de polarité, si il est hydrophile ou hydrophobe. Donc, si le nutriment que vous voulez, donc là, la digestion est terminée, vous êtes passé de grosses molécules à petites molécules qu'on appelle les nutriments, donc soit il va être hydrophile, ou alors il va être hydrophobe. Et selon s'il est l'un ou l'autre, le passage des deux parties de la membrane de l'entérocyte sera complètement différent. Alors justement, la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce qu'une molécule est hydrophile et hydrophobe? Donc parmi les nutriments qu'on va voir, il y a les acides gras, il y a les acides aminés et les oses, notamment le glucose. Donc là, l'objectif, c'est de répondre à la question, est-ce que ces trois molécules-là, ces trois catégories de monomères, donc de nutriments, sont-ils hydrophobes ou hydrophiles? Alors on va rappeler, donc qu'est-ce qu'une molécule hydrophile? Tout d'abord, c'est une molécule qui est soluble dans l'eau, car elle forme des liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau qui l'entourent. Donc, comment on la reconnaît? C'est que dans sa formule, on retrouve des atomes électronégatifs, c'est-à-dire des atomes qui portent des charges négatives, delta-. Donc là, c'est surtout des atomes d'azote et des atomes d'oxygène qui vont être accessibles à l'eau. Donc ça, c'est par exemple quand vous mettez un morceau de sucre dans une tasse qui va donc se dissoudre. Donc ici, j'ai mis un petit document pour vous rappeler les liaisons hydrogènes. Donc je pense que ça a été fait plutôt en chimie. Donc là, on a une molécule d'eau, une autre molécule d'eau, et elles vont s'orienter pour que ici l'oxygène est delta-, donc il est électronégatif, se mette en face automatiquement d'un hydrogène. On parle de liaison hydrogène, donc il y a forcément un hydrogène qui lui va accepter, et il va donner des électrons. Donc là, vous avez un échange ici, une liaison qui va se former. Donc ce n'est pas une liaison covalente, c'est une liaison faible. Donc comme elle est faible, on la représente en pointillé. Donc là, vous avez la représentation d'une liaison hydrogène entre deux molécules d'eau. Alors la molécule d'eau, ici, peut en former deux. Au niveau de l'oxygène, il y a deux doublés d'électrons libres. Donc on peut former deux liaisons hydrogènes avec deux hydrogènes d'une autre molécule. Alors l'oxygène est donc un atome électronégatif, mais comme indiqué à côté, l'azote en est un aussi. Donc quand l'azote est relié à l'hydrogène, donc l'azote est delta-, l'hydrogène est delta+, et en face d'une molécule d'eau, donc ici, vous avez une liaison hydrogène qui s'établit entre la molécule d'eau à droite et la fonction ici, enfin le groupement NH de la molécule de gauche. D'accord? Donc toujours une liaison hydrogène, donc liaison faible en pointillé. Donc un exemple, ici la molécule A, d'accord? Donc s'il est hydrophile, vous voyez qu'autour j'ai représenté les molécules d'eau. Alors évidemment, il y en a aussi tout autour, beaucoup plus loin que la molécule, mais là, quand il y a formation de liaison hydrogène avec l'eau, il faut que les molécules d'eau soient proches. Donc là, j'ai vraiment mis celles qui sont sur un rayon proche de la molécule A. Et si elle est hydrophile, la molécule va donc former des liaisons hydrogènes. Donc chaque petit pointillé ici représente une liaison hydrogène entre l'eau ici et la molécule A. D'accord? Donc là, elle est hydrophile, donc soluble dans l'eau. Ensuite, autre définition, molécule hydrophobe. Donc c'est exactement l'inverse. Donc si vous retenez la définition d'hydrophile, vous faites l'inverse. Donc c'est une molécule non soluble dans l'eau car elle ne peut pas former de liaison hydrogène avec les molécules d'eau qui l'entourent. Puisqu'en fait, ces molécules ne possèdent pas d'atomes électronégatifs, azote et oxygène, ou elles sont peu accessibles à l'eau. Donc là, la molécule B est hydrophobe. Donc vous voyez ici qu'autour, j'ai mis des molécules d'eau, ces petits points bleus. Et vous voyez que là, je ne tracerai aucune liaison hydrogène. Donc là, elle est hydrophobe et donc elle est non soluble dans l'eau, ou on dit aussi qu'elle est insoluble. Alors on reprend donc le schéma de ma membrane, puisqu'on va l'utiliser. Donc je rappelle ici au milieu, il est hydrophobe. De chaque côté, donc il y a de l'eau. Donc le milieu interne de la membrane est hydrophobe. D'accord? Donc il n'y a pas d'eau. Alors, on va faire donc le cas, trois situations. On va prendre déjà le cas de deux petites molécules. La taille est importante, donc la petite molécule, elle est tout d'abord hydrophile. Donc là, j'ai représenté avec un petit carré bleu. Donc ici, la question, c'est est-ce qu'elle peut traverser ici la membrane? Puisqu'elle a besoin d'eau. N'oubliez pas qu'elle a besoin d'eau pour être transportée, pour être solubilisée. Donc là, elle est dans l'eau, il n'y a pas de problème. Et quand elle va arriver ici, comme il n'y a pas d'eau,
elle ne va pas pouvoir traverser directement la membrane. Donc ça, c'est impossible. Donc une molécule hydrophile ne traverse pas directement la membrane. Par contre, de temps en temps, dans la membrane, il y a des protéines transmembranaires qui forment des tunnels. Et dans ces tunnels, il y a de l'eau, puisque là, en fait, là, comme c'est un tunnel, c'est la continuité entre milieu extérieur et intérieur. Donc il y a un tunnel d'eau. Et donc cette molécule hydrophile, elle est assez petite pour traverser le tunnel, et en plus, elle est contente, puisqu'elle a de l'eau, pour son transport. Donc elle va passer du milieu ici externe au milieu interne. Donc ça, ce sont les petites molécules hydrophiles. Ici, on a toujours une petite molécule, donc cette petite molécule pourrait passer dans ce tunnel, mais par contre, elle est hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas l'eau, elle n'est pas solide dans l'eau. Donc déjà dans le cytoplasme, j'ai mis autour, généralement ces molécules sont protégées par des molécules hydrophiles, d'accord, comme des petites enveloppes. Mais lorsqu'elles sont transportées, donc elles vont perdre leurs enveloppes, et ici, elles ne peuvent pas traverser dans un milieu où une protéine où il y a de l'eau. Donc elle est attirée par les milieux hydrophobes, donc elle va être transportée directement au travers la membrane. Donc c'est pas gênant puisque ici il n'y a pas d'eau et c'est ce qui lui convient. Donc là, ce sont les deux petites molécules hydrophiles hydrophobes. Par contre, le cas d'une grosse molécule, je n'ai pas précisé la polarité, puisqu'en fait, quelle que soit sa polarité, donc qu'elle soit hydrophile ou hydrophobe, c'est la même situation, elle est trop grosse. Donc elle va arriver près de la membrane et ensuite elle va repartir dans le milieu dans lequel elle est. D'accord. Donc les grosses molécules utilisent d'autres moyens pour traverser la membrane. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les petites, puisqu'on est dans le cas de nutriments, donc ça ne concerne que les petites molécules. Donc justement, dans notre cours, la question, c'est parmi les nutriments que l'on forme suite à la digestion des lipides, des glucides et des protéines, quels sont ceux qui sont hydrophobes et quels sont ceux qui sont hydrophiles. Alors, on va partir tout d'abord sur la digestion complète d'une protéine. Donc ça va être important de bien comprendre et on le fera sous forme de bilan après, sous forme de schéma. Une protéine, quand elle est digérée, donc voici une protéine, c'est une suite ici, donc un polymère que l'on retrouve dans les aliments, donc les protéines végétales ou animales. Donc ici, lorsqu'elle est digérée, vous voyez ici, j'ai mis en rouge les flèches qui indiquent en fait l'action de l'enzyme qui va couper tous les petits traits noirs qui relient chaque petit rond de couleur. Et donc, on obtient ces petits ronds bien séparés. Et dans ce cas-là, on obtient donc des monomères, donc ce sont des acides aminés. Donc chaque petit rond représente un acide aminé, ce sont des monomères. Et vous vous souvenez, ils terminent leur digestion au niveau du chyle intestinal. Et les enzymes qui sont capables de couper les protéines, ce sont des protéases. Donc voilà. Donc ça, digestion des protéines nous donne des acides aminés. Donc la question suivante, c'est est-ce que les acides aminés sont hydrophiles ou hydrophobes? Donc pour bien le comprendre, je vous remets ici la formule développée d'un acide aminé. Je vous ai dit qu'il y a une molécule hydrophile doit posséder des atomes d'oxygène et des atomes d'azote accessibles à l'eau. On voit ici qu'il y a donc la question qu'on se pose, c'est déjà est-ce qu'elle est petite ou grosse? Donc ça on le sait déjà, c'est une petite molécule. Par contre, est-ce qu'elle est hydrophile ou hydrophobe? Donc là on voit bien qu'il y a un atome d'oxygène qui peut former deux liaisons hydrogène. Là aussi, et vous voyez, on a l'atome d'azote plus des atomes d'hydrogène. Donc on voit bien que cette molécule peut bien former des liaisons hydrogène avec de l'eau. Donc c'est une molécule hydrophile. Donc retenez bien, un acide aminé, pour la plupart, c'est hydrophile. Deuxième catégorie, c'est la digestion de l'amidon. Donc là, on est dans les grosses molécules glucidiques. Donc l'amidon, le voici, c'est donc un polymère homogène glucidique puisqu'il est fait uniquement, vous voyez, de la même forme géométrique. Donc pareil, on retrouve dans certains aliments qu'on appelle les féculents, donc ce sont les sucres lents. Ensuite, on va donc le digérer. La question, c'est quels sont les monomères que l'on retrouve. Vous voyez ici, la digestion va se faire par des enzymes également qui vont découper toutes les liaisons entre chaque hexagone et on retrouve ces hexagones séparés. Donc là, ce sont des molécules de glucose, ce sont des monomères qu'on retrouve également dans le chyle intestinal. Et les enzymes capables de détruire, de couper les liaisons au niveau des glucides, on appelle ça des glucidases. Et plus particulièrement, celle qui est capable de digérer l'amidon, c'est l'amylase. Alors la question suivante, c'est est-ce que le glucose est hydrophile ou hydrophobe? Donc là, je vous montre la formule du glucose. Est-ce qu'on a des atomes d'oxygène et des atomes d'azote dans cette molécule? Est-ce qu'on retrouve bien des atomes d'oxygène ou d'azote? Donc on peut voir ici un atome d'oxygène, un autre ici, et on en a pour chacune des fonctions alcool. Donc déjà au niveau de la taille, c'est une petite molécule. Et ensuite, comme elle possède de nombreux atomes d'oxygène, on voit bien que chaque oxygène peut former des liaisons hydrogène ici, ici, ici aussi, tout autour.
Donc c'est bien une molécule hydrophile. Donc les oses, donc notamment le glucose, le fructose, hein, les monomères glucidiques sont hydrophiles, donc solubles dans l'eau. Et enfin, dernière catégorie, donc digestion complète d'un triglycéride, donc là on est dans les lipides. Donc vous vous souvenez, hein, le schéma d'un triglycéride, vous devez le connaître. Donc le rectangle ici, c'est un glycérol et ensuite on a des lignes brisées qui représentent chaque acide gras. Donc là, c'est un triglycéride, c'est une molécule lipidique complexe. On ne peut pas parler de polymère, hein, c'est juste une grosse molécule complexe. Et là, on les retrouve dans des aliments gras, d'accord? Donc les huiles, le beurre et surtout donc, des aliments aussi qui sont riches en graisse. Donc là, on les digère. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc là, on va couper uniquement les liaisons qui relient le rectangle et les lignes brisées. Donc on sépare tout ça. Donc on récupère nos 3 lignes brisées et notre rectangle. Donc là, on retrouve nos 3 acides gras et le rectangle, c'est le glycérol. Donc là, ce sont des molécules plus simples, c'est-à-dire les plus petites, hein, qu'on puisse obtenir à partir de la digestion de lipides. Et on le retrouve également dans le fil intestinal. Et les enzymes qui sont capables de digérer les lipides, on les appelle les lipases. D'accord? Vous souvenez-vous, à la fin, on met donc le suffixe ASE, ase. Alors, pour savoir si le glycérol et les acides gras sont hydrophiles hydrophobes, première formule ici, c'est celle du glycérol. Alors, est-ce qu'il possède des atomes d'oxygène ou d'azote qui peuvent faire des liaisons hydrogènes? Alors, la réponse est oui. On voit bien ici qu'il y a 3 atomes d'oxygène, donc qui peuvent bien former des liaisons hydrogènes. Donc déjà la taille, on voit bien ici que c'est une petite molécule. Vous voyez qu'il n'y a que 3 carbones, 3 fonctions alcool, donc c'est encore plus petit que le glucose. Et on a aussi la question hydrophile-hydrophobe. Donc comme il y a 3 atomes d'oxygène accessibles, hein, vous voyez qu'ils sont tous d'un côté. Donc là, on peut former des liaisons hydrogènes, donc c'est une molécule hydrophile. Ensuite, la question c'est est-ce qu'un acide gras libéré par dégradation, digestion d'un triglycéride est hydrophile ou hydrophobe? Donc là, je vous ai mis la formule développée d'un acide gras polyinsaturé, c'est-à-dire qu'il a plusieurs doubles liaisons qu'on appelle l'acide linoléique. Donc en rouge, hein, ce qu'indiqué, ce sont les doubles liaisons, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. C'est de voir si déjà c'est une petite molécule et s'il est hydrophile. Donc la molécule, est-ce qu'elle est petite ou grosse? Là, attention, contrairement aux autres, c'est quand même une grosse molécule, hein. Au minimum, on a des molécules qui font 16 atomes de carbone. Donc ce sont des très grosses, très longues molécules. D'accord? Donc elle est plus grosse, les acides gras sont plus gros que le glucose ou même les acides aminés. Ensuite, est-ce qu'elle est hydrophile ou hydrophobe? Alors, est-ce qu'on voit ici des atomes d'oxygène et d'hydrogène, et d'azote, pardon. Alors, on ne voit pas d'atomes d'azote déjà. Et ensuite, on voit 2 atomes d'oxygène. Vous voyez ici, c'est uniquement dans la fonction acide carboxylique. Donc, s'il y avait possibilité de former des liaisons hydrogènes, ça se passerait uniquement ici. Vous voyez que là, il n'y a aucune liaison hydrogène possible. On n'a pas d'atome électronégatif. Donc, la molécule est amphiphile. Ça veut dire, vous vous souvenez, hein, il y a une partie hydrophobe à gauche et une partie hydrophile à droite. Mais, regardez ici, j'ai mis une séparation. La partie hydrophobe est ici et la partie hydrophile est à droite. Donc, comme la partie hydrophobe est plus grosse que la partie hydrophile, on peut considérer que l'acide gras est globalement hydrophobe. Alors justement, à partir de là, on va s'intéresser au transport. Donc là, vous allez prendre le document 3 de votre cours. Donc là, il est représenté à gauche et vous avez une flèche. Donc on va agrandir en fait. Donc là, je pense que sur votre cours, le rectangle est un peu plus petit. Il faut vraiment augmenter la taille du rectangle ici en noir qui va englober les 3 molécules. Donc ici, l'hexagone bleu, le cercle ici orange et le triangle vert. Donc le glucose ici, le rond orange c'est l'acide aminé et l'acide gras. Donc j'ai gardé la même représentation pour vous aider. Et donc ici en orange, hein, ce sont les transporteurs ici en bleu et en orange. Ça va? Alors première chose, on veut voir le transport au travers de la membrane. Donc vous allez tracer, alors au crayon de papier pour l'instant, vous pouvez le faire au propre à la fin quand le schéma sera terminé. Ou alors vous regardez la vidéo puis le mettez un petit peu en arrière. Donc regardez jusqu'à la fin et faites le schéma seulement après. Donc on trace ces 2 traits ici. Ensuite, on va donc placer 2 formes géométriques ici, une forme cylindrique avec un cylindre en pointillé, on avait déjà vu ça pour montrer qu'il y a un tunnel à l'intérieur. Alors qu'ici, il n'y a pas de trou à l'intérieur de cette protéine, il y a juste un site, vous voyez, un peu avec une forme particulière, on verra pourquoi. Donc je répète, ne faites pas tout de suite le schéma, regardez la vidéo pour essayer de comprendre la construction et vous referez votre schéma après.
Donc ici, on a la membrane plasmique, donc là où il n'y a pas d'eau. Donc ce que j'ai mis à gauche, c'est le canal protéique, donc avec un cylindre au centre hein, qui forme un trou, ce qu'on appelle une porine. Alors qu'à gauche, c'est un transporteur protéique, donc celui-ci transporte que le glucose. Vous allez comprendre pourquoi. Justement, c'est sa forme ici qui n'est pas choisie au hasard. Donc c'est un transporteur spécifique. On replace le milieu ici, donc l'eau au milieu extracellulaire, l'eau dans le cytoplasme, et à l'intérieur du tunnel, il y a de l'eau. Dans le transporteur, il n'y a pas d'espace, donc il n'y a pas d'eau. Et par contre, dans la membrane plasmique, il n'y a pas d'eau. Ça va, donc ça, on l'a déjà vu dans les schémas précédents. La différence, c'est que là, j'ai détaillé les deux types, on va dire, de transporteurs qui sont représentés ici sur la gauche. Alors, j'ai inversé, hein, mais bon, vous allez comprendre, je vais remis une légende. On va partir sur le rond ici orange. Donc là, c'est notre acide aminé. On a vu que c'était une molécule qui était hydrophile. Donc, on sait qu'une molécule hydrophile est soluble dans l'eau, donc elle ne peut pas traverser directement dans la membrane, entre les phospholipides, et elle ne peut pas emprunter non plus le transporteur qui, lui, ne transporte que le glucose. Donc la seule solution qui lui reste, c'est de traverser la membrane à travers ce tunnel rempli d'eau, donc à l'intérieur d'une porine. Donc là, on va... Voilà. Donc ici, vous pouvez juste noter dans votre cours une flèche qui indique que l'acide aminé, qui est hydrophile, lui utilise une porine. Comme il est hydrophile, il utilise une porine, donc une protéine, un troué si vous voulez, donc pour traverser la membrane plasmique. Autre molécule, ici j'ai repris l'hexagone bleu, c'est donc notre glucose, on l'a dit, hein, il est aussi hydrophile. Sauf que lui, même si c'est hydrophile, il pourrait éventuellement passer par l'eau, par la porine. Par contre, lui, il possède des transporteurs spécifiques. Donc vous voyez que la forme du glucose ici est complémentaire du site de fixation de ce transporteur. Donc on va montrer ici. Donc il va tout d'abord, on regardera la vidéo après peut-être, hein, il va donc se fixer sur le transporteur. Ensuite, à l'intérieur du transporteur, il va se déplacer et va passer de l'autre côté. D'accord? On va terminer donc par la troisième molécule, donc lui, c'est l'acide gras. On a dit qu'il était hydrophobe, donc lui, il ne doit pas traverser par la porine ni utiliser le transporteur spécifique du glucose. Il va donc traverser directement la membrane entre les phospholipides. Alors, on va regarder déjà deux petites vidéos. Tout d'abord ici pour le canal protéique. Les molécules hydrosolubles ou polaires traversent difficilement la double couche de phospholipides. Afin de faciliter leur déplacement d'un côté à l'autre, certaines protéines intramembranaires servent de canaux. On peut les comparer à des tunnels qui laissent passer de très petites molécules ou des ions. Certaines protéines canaux ne laissent passer que les molécules d'eau. On les appelle aquaporines. Le sens du déplacement suit le gradient de concentration. Ce processus ne requiert pas d'énergie. Voilà, donc ça c'est pour les transports, on va dire, utilisant des porines. Donc ici, donc ça c'est le cas des acides aminés. Et on va maintenant regarder la vidéo pour le transport spécifique ici du glucose. Pour traverser la membrane plasmique, certaines molécules, comme le glucose, nécessitent la participation d'une protéine transmembranaire, aussi nommée perméase. Les perméases accélèrent le passage des molécules d'un côté à l'autre de la membrane. Lorsque les molécules de soluté se fixent à la perméase, cette dernière change de forme et fait passer le soluté de l'autre côté de la membrane en suivant le gradient de concentration. Donc vous voyez qu'il y a une notion très importante de gradient de concentration. Donc pour que le glucose puisse traverser ici, alors c'est une partie, hein, c'est un chapitre qui n'est pas votre programme, il faut bien comprendre que là, le glucose passe de ce milieu-là vers l'autre, puisque là il est trop concentré. Donc on le fait passer de l'autre côté pour essayer d'équilibrer les deux côtés. Donc c'est la même chose ici. Donc là on est bien au niveau ici intestinal, donc il y a beaucoup de nutriments qui viennent d'être formés, donc évidemment ils ont tendance à traverser. Donc voilà pour ce schéma, donc mettez dans votre cours, hein. Donc ce schéma est à comprendre, évidemment, on verra qu'il y a autre chose hein, qui va se passer pour le glycérol ici et l'acide gras. Mais voilà, retenez bien que il y a deux types, on va dire, de transporteurs. Les porines pour justement les molécules hydrophiles
Et le cas particulier de l'eau, c'est l'aquaporine. Et on a des molécules hydrophiles qui, elles, utilisent des transporteurs bien spécifiques. Donc apprendre par cœur ce schéma et surtout à comprendre ces fameuses notions hydrophiles, hydrophobes. Donc retenez bien, glucose, acide aminé, hydrophile, acide gras, hydrophobe. Alors j'ai agrandi un petit peu le schéma puisqu'après ça se passe au niveau de l'absorption. Vous voyez que l'absorption, quand on dit que c'est les passages vers le sang, on l'a vu dans le chapitre précédent, c'est aussi le passage vers la lymphe, donc le vaisseau lymphatique. Donc en fonction de la molécule ici qui est le nutriment, il va passer dans le sang ou la lymphe. Alors, justement, donc les nutriments hydrophiles, donc c'est le cas du glucose et des acides aminés, qui étaient donc ici en orange et en bleu. Donc, et les vitamines hydrosolubles. Ils ne peuvent pas traverser la membrane. Donc ça, on l'a dit, ils utilisent à nouveau un transporteur. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure est valable du côté basal, de l'autre côté de la membrane. Et surtout, ils traversent donc grâce à des protéines transmembranaires qui servent de canal et de transporteur. Donc le canal, je répète, c'est plutôt l'acide aminé, une porine, et le transporteur, c'est le transporteur spécifique. Et surtout, donc c'est ça qui est très important aussi, c'est que les nutriments hydrophiles rejoignent directement les vaisseaux sanguins. Donc mettez en rouge, nutriments hydrophiles, protéines transmembranaires pour traverser la membrane et rejoindre la circulation sanguine. Pour les autres, pour les nutriments hydrophobes, donc les acides gras, vous voyez que les acides gras, ils sont dans un milieu autour qui est rempli d'eau. Donc les acides gras ne peuvent pas rester tout seuls. Donc ils vont s'associer ici à des protéines pour former ce qu'on appelle des lipoprotéines. Donc ça, c'est des grosses sphères, vous voyez ici. Donc l'acide gras, lui, est au milieu puisqu'il est protégé. Et autour, il y a une enveloppe ici, avec ces petits ronds blancs qui représentent une enveloppe hydrophile. Donc cette enveloppe-là protège l'acide gras et le rend soluble finalement. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus gros qu'un acide gras. Donc là, ça va sortir par exocytose, on le verra plus tard. Je vous l'ai dit, on ne peut pas utiliser les protéines. Par contre, vous voyez ici que ces grosses lipoprotéines vont rejoindre le vaisseau lymphatique. Donc là, surlignez bien dans le cours, on le reverra juste après. Les nutriments hydrophobes, donc ça, ce sont les acides gras, mais également les monoglycérides. Ils passent la membrane plasmique sans transporteur, donc ça c'est ce qu'on a vu juste avant, puisque ça se fait tout seul à travers la membrane, entre la bicouche. Une fois qu'il est dans le cytoplasme, les acides gras vont reformer ce qu'on appelle des triglycérides, vous vous souvenez, le glycérol plus ces 3 acides gras, et ensuite ils vont s'associer à des protéines pour former des lipoprotéines qu'on appelle des kilomicrons. Donc ces grosses sphères ici, à l'intérieur, on a du triglycéride, donc hydrophobe, et cette sphère, c'est une lipoprotéine particulière qu'on appelle le kilomicron. On la retrouve essentiellement en grande quantité dans le sang, juste après un repas. Donc les mots, les termes lipoprotéine et kilomicron sont très importants, donc ces grosses sphères. Ensuite, les kilomicrons sortent de l'entérocyte par exocytose, vous vous souvenez, c'est une fusion de la membrane qui va faire sortir, on le verra sur un autre document. Et surtout, ils ne peuvent pas rejoindre le vaisseau sanguin, on le verra juste après pourquoi. Donc ils vont rejoindre la circulation lymphatique, donc le vaisseau lymphatique. Puisqu'ils sont trop gros. Vous voyez que là, il n'y a pas d'espace au niveau de la paroi, alors que la paroi d'un vaisseau lymphatique est très particulière. Il y a des espaces plus grands qui permettent le passage des lipoprotéines. Donc les vaisseaux lymphatiques rejoignent ensuite la circulation sanguine, évidemment. Donc ces grosses lipoprotéines vont remonter vers le cœur pour rejoindre la circulation sanguine. On reverra sur un schéma. Voilà, donc prenez bien le temps de souligner les points importants en rouge et ensuite donc les explications correspondantes. Alors justement, je vous disais que la circulation lymphatique rejoint la circulation sanguine. Donc là, vous avez de nouveau la villosité qui est représentée. On a les kilomicrons, ces grosses sphères qui se retrouvent dans la lymphe. D'accord. Donc c'est passé ici, traversé à cet endroit-là. Donc là, vous voyez que la circulation lymphatique est représentée en vert. Elle revient ici. Elle revient vers le conduit thoracique et rejoint donc au niveau juste au-dessus du cœur par l'intermédiaire de la veine sous-clavière gauche. Là, vous voyez que le vaisseau lymphatique rejoint le vaisseau qui est en bleu ici. Et ensuite, ça rejoint le cœur. D'accord. Donc, ce qui est dans la lymphe rejoint forcément de toute façon la circulation sanguine après. Donc, vos lipoprotéines se retrouvent ensuite dans votre sang. Dans le sang, on voit des choses plus petites, donc les petits acides gras ici, en rouge, les petites molécules en vert, ce sont les acides aminés, et les petits hexagones, ce sont donc des
des oses, hein, donc des monosaccharides qu'on appelle notamment le glucose. Voilà un schéma qui montre bien que la circulation lymphatique rejoint la circulation sanguine. Donc c'est pas grave, hein. Donc si ça passe dans le vaisseau lymphatique parce que sinon ce sont des molécules trop grosses, quoi qu'il arrive, elles vont rejoindre les autres après. Alors vous allez prendre le document 4 donc, qui montre l'absorption des lipides. Donc là, on retrouve, n'oubliez pas, hein, ça c'est un petit rappel par rapport au chapitre précédent, on a une grosse goutte de lipides. Grâce à l'estomac qui va brasser tout ça, on a des petites gouttelettes. Ensuite, ces gouttelettes, pour qu'elles soient stables, on rajoute les sels biliaires. Vous vous souvenez, les sels biliaires se mettent autour pour les maintenir sous forme de petites gouttes. Ensuite, on a des formes encore plus petites qui vont passer l'entérocyte. On retrouve donc nos fameux acides gras. Ces acides gras vont s'associer pour former donc des kilomicrons, les lipoprotéines. Et là, vous voyez que ça sort en fait par exocytose. Et vous voyez qu'il y a le vaisseau sanguin et le vaisseau lymphatique. Et on voit bien que le kilomicron rejoint donc le chylifère central. Alors pourquoi? J'ai fait exprès ici dans cette vidéo, cette diapo de comparer la paroi du capillaire lymphatique, donc qui est en vert ici, et la paroi d'un capillaire sanguin. Donc vous voyez ici que dans un capillaire sanguin, les cellules qui forment cette paroi, justement les cellules épithéliales, sont très serrées. Il y a très peu d'espace, d'accord? Alors qu'ici, les cellules qui forment la paroi du capillaire lymphatique, vous voyez qu'elles sont en fait les unes sur les autres. Ce qui veut dire que là, il y en a une qui est passée en dessous, et quand il y a une grosse molécule qui arrive, en fait, ces cellules vont s'écarter. Et quand elles vont s'écarter, elles vont laisser une ouverture suffisamment importante pour laisser passer donc les lipoprotéines. Alors que vous voyez ici, imaginez, hein, quand on a une grosse molécule ici, elle ne peut pas passer puisqu'en fait les cellules n'ont pas d'espace entre elles. D'accord? Donc là, en fait, imaginez comme une porte qui s'ouvre. Donc la lipoprotéine, la grosse molécule, arrive ici. La porte s'ouvre. La molécule passe dans la lymphe qui est ici au centre du vaisseau. Et ensuite, les cellules vont refermer la porte, si vous voulez. D'accord? Donc voilà pourquoi les vaisseaux lymphatiques laissent passer, récupèrent les grosses molécules, parce que les cellules peuvent laisser des espaces plus importants aux grosses molécules. Alors un autre schéma aussi qui montre l'absorption ici différentielle. Donc là, on a les nutriments, donc les verts et les bleus. Donc les bleus sont des nutriments lipidiques hydrophobes et les autres nutriments sont hydrophiles. Donc hydrophobes ici sont entourés, on aurait pu augmenter un petit peu la taille, ils sont entourés donc d'une enveloppe hydrophile. Donc là c'est un peu plus gros, donc on voit bien qu'ils passent dans la lymphe, alors que les autres nutriments passent dans le vaisseau sanguin. Donc faites bien la différence entre acides aminés, glucose, passent dans le sang, et les lipides qui sont reformés sous forme de triglycérides et enfermés dans une sphère qu'on appelle les lipoprotéines se retrouvent donc dans la lymphe. Voilà, donc cette vidéo sur la partie absorption est terminée. Donc il nous restera une dernière partie hein, sur ce chapitre-là. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les noter directement dans la partie commentaires, juste en dessous, ou alors me les poser donc par mail ou en classe quand on se voit.